Bonsoir Aurélie. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, pour commencer, rappelez-nous cette histoire. Cette histoire, elle commence il y a un an, en avril 2022, dans un collège d'Efremov, à 300 km au sud de Moscou, quand un professeur d'art plastique demande à ses élèves de préparer des dessins de soutien aux soldats déployés en Ukraine. Tous s'exécutent, sauf cette jeune fille que vous allez découvrir, Maria Moskalev, surnommée Masha, âgée à l'époque de 12 ans. Elle fait alors ce dessin que nous allons voir, une mère et sa fille sur lesquelles s'abattent des roquettes russes et un drapeau ukrainien orné du slogan « Gloire à l'Ukraine ». Voilà le dessin qu'on a aperçu. Le dessin de Masha fait scandale. En voyant le croquis, la directrice de l'établissement alerte la police. Son père, Alexei Moskalov, est arrêté et poursuivi pour avoir discrédité l'armée de son pays. La raison invoquée, des publications anti-guerre retrouvées sur ses réseaux sociaux. Quelques mois plus tard, en mars dernier, sa fille lui est retirée. Elle est placée dans un foyer. Lui est condamné à 2 ans de prison au terme d'un procès éclair. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, car le verdict est prononcé en l'absence de l'accusé. La nuit précédente, Alexei Moskalev, assigné à domicile, arrache son bracelet électronique et prend la fuite. Moscou affirme l'avoir retrouvé et arrêté la semaine dernière près de Minsk, en Biélorussie. L'élément troublant, c'est qu'hier, une nouvelle audience devait se tenir à Efremov pour trancher sur ses droits parentaux. Mais Alexei Moskalev n'a pas été présenté par les autorités russes. Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui où il se trouve ? Non, impossible de le savoir. Même ses avocats n'en savent rien. Est-il en Biélorussie dans l'attente de son extradition ou déjà rapatrié en Russie et gardé au secret? D'après Moscou, il est toujours en Biélorussie. Il se trouve actuellement dans un centre de détention provisoire dans la ville de Jodino, au nord-est de Minsk. Jusqu'ici, on était également sans nouvelles de sa fille. Aucun de ses proches n'avait eu de contact avec elle depuis début mars, lorsqu'elle avait été retirée à son père. Mais hier, Maria Lvova-Belova, la commissaire russe aux droits de l'enfant, a publié cette photo, la jeune fille en compagnie de sa mère, qui est soudainement réapparue, alors qu'elle n'avait pas vu Masha depuis 7 ans et qu'elle n'avait jamais souhaité s'en occuper. Alors, quelles sont les réactions en Russie à cette affaire ? Eh bien, l'affaire suscite une mobilisation rare en Russie. En témoigne cette pétition en ligne lancée pour réclamer le retour de l'enfant chez son père. Elle a déjà recueilli, vous le voyez, plus de 147 000 signatures, ce qui est beaucoup dans un pays où être anti-guerre est condamné. Hier, cette jeune femme avait fait le déplacement au tribunal d'Efremov pour venir exprimer son soutien à Alexei Moskalev et à sa fille, en brandissant, vous le voyez, le dessin comme un symbole. Elle a été très rapidement arrêtée et condamnée à une amende de 50 000 roubles, 560 €, pour avoir discrédité l'armée russe. Autre réaction inattendue cette fois, celle d'Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, qui a apporté son soutien au père et à sa fille via ce communiqué. Nous considérons que la condamnation d'Alexei Moskalev est injuste. Merci beaucoup Aurélie. Je me tourne vers vous Isabelle Lasserre parce que vous connaissez intimement cette société russe. D'abord très mystérieux effectivement ce qui se passe. Le père qui n'est pas en Russie, ce communiqué de Prigojine qui semble quasi surréaliste. Qu'est-ce que ça nous raconte de l'état de la société russe en ce moment ? Ça raconte déjà que 2 choses. D'abord, tout est politique. L'intervention de Prigojine, les condamnations absolument immenses pour quelque chose qui est pas du tout un crime et qui n'a absolument... pour un dessin d'enfant, est-ce qu'on se rencontre ? Et ça raconte aussi la direction suivie par la Russie qui de plus en plus s'inspire des méthodes de Staline. C'est pas pour rien que les statues de Staline sont réhabilitées dans toute la Russie aujourd'hui. Toute manifestation anti-guerre sur les réseaux sociaux, dans un dessin d'enfant. Enfin, elle est en 6e ou en CM2, ça dépend des sources, cette petite fille. 6e année, elle a 13 ans aujourd'hui, elle en avait 12 au moment où ça... 2 ans de prison, il y a des journalistes, un opposant a été condamné récemment à 8 ans de prison parce qu'il avait dit sur les réseaux YouTube qu'il était anti-guerre, c'est Ilya Yashin. On en reparlera tout à l'heure un journaliste, Yashin, entre autres, effectivement. Oui. Donc, en fait, c'est une société qui est devenue complètement militarisée au sens où, en fait, la guerre est rentrée dans tous les foyers. Le pouvoir politique a fait rentrer la guerre
dans tous les foyers et oblige en fait tous les Russes à servir en fait la guerre. Regarde, dans les écoles, on est obligé de faire des manifestations, de mettre des pancartes pour soutenir la guerre. Et tout individu qui manifeste de manière tout à fait soit innocente, soit légère, son désaccord est puni. Donc c'est une répression absolument incroyable. Enfin, la Russie est devenue une dictature. Mais, Joséphine Staron, 147 000 signatures dans une pétition, c'est rarissime. Parce que ces signatures pourraient être interprétées dans le fond comme un soutien à des anti-guerres et donc comme des pétitions anti-guerre. Qu'est-ce qui crée ce... Alors on ne va pas faire d'effet de loupe, hein, ça n'est que 147 000 signatures, mais ça reste significatif. Ça reste significatif et puis ce qui est intéressant dans cette histoire, au-delà de tous les mystères qui l'entourent encore aujourd'hui, c'est qu'on a quand même tous les éléments de la bonne histoire. Parce que quand on regarde dans l'histoire des contestations sociales de tous les pays, des révolutions sociales, eh bien, on cherche toujours le visage de la contestation, le visage de la révolte. Et là, eh bien, ils l'ont peut-être trouvé. Avec cette histoire qui, encore une fois, regroupe tous les éléments. Un père célibataire qui élève seul sa fille, une fille avec un dessin innocent finalement, et la disproportion de la peine qui est extrêmement choquante et que personne ne peut comprendre. Et donc là, avec tous ces éléments réunis, on peut imaginer que on puisse avoir derrière tout ça un engouement, une forme de compassion d'une partie du peuple russe qui, s'il n'était pas opposé de manière frontale à la guerre, eh bien là, trouve que quand même, à partir du moment où on mêle à tout ça des familles individuelles et qu'on y met des visages, qu'on y met des noms, eh bien là, ça devient plus concret et donc on peut soutenir une forme de révolte. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre parce que peut-être que là, on a voilà, le visage ou peut-être le martyre d'un début de contestation sociale qui prend forme en Russie. En tout cas, Antoine Arjakovski s'est suivi au Kremlin. La preuve, d'ailleurs, assez singulière aujourd'hui, c'est que Maria Lvova-Belova, que tout le monde connaît sur ce plateau, la fameuse commissaire à l'enfance, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour déportation d'enfants, c'est elle qui a joué aujourd'hui les entremetteuses et qui a ramené la mère que cette jeune fille n'avait pas vue depuis des années. Ça prend une tournure extrêmement politique, en effet. Bien sûr, bien sûr. En même temps, cette photo, les Russes savent l'interpréter. Cette mère souriante avec sa fille alors qu'elle n'a pas vécu avec elle pendant des années et que la fille a dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas vivre avec sa mère. Je ne suis pas sûr que... Il l'a abandonnée, la mère l'a abandonnée. La mère l'a abandonnée, donc c'est je ne pense pas qu'il soit dupe. Je pense surtout qu'il y ait autant d'informations autour de cette affaire montre que la propagande réussit son projet qui consiste à faire peur, à susciter une atmosphère de délation. C'est ça. La directrice de l'établissement s'est sentie obligée de raconter ce qui s'est passé pour un malheureux dessein. Donc je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Isabelle. On revient dans les années staliniennes où on glorifiait ce Pavlik Morozov, ce petit garçon qui dénonçait ses parents qui n'étaient pas communistes et qui est devenu un héros dans toutes les villes d'Union soviétique. Là, c'est une affaire différente, mais c'est le même objet, c'est-à-dire susciter la peur à travers la délation et faire en sorte que les Russes soient tétanisés de dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, une jeune femme aujourd'hui a manifesté devant le tribunal. Elle a aussitôt été arrêtée et condamnée à une amende. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur le dessin de cette jeune femme, qui est une prof, c'est marqué Poutine mange les enfants. Oui. Poutine есть детей. Ce qui là, pour le coup, là, on le voit sur l'écran, n'a pas été commandé par le Kremlin. On a appris qu'une heure plus tard, elle est tombée dans les pommes et qu'elle était rapatriée d'urgence. Donc, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais ça a été immédiatement corrigé par la propagande. En tout cas, la répression s'accentue. Il y a des signaux objectifs qui nous le montrent. Par exemple, aujourd'hui, un des opposants, Kara-Murza, se voit
infliger, alors pour l'instant la peine n'a pas été prononcée, mais en tout cas il risque jusqu'à 25 ans de prison. C'était un proche de Boris Nemtsov, donc c'est quelqu'un d'important dans cette galaxie des opposants, pour le crime d'agent de l'étranger. Il y a une résonance avec l'ennemi du peuple du temps de l'URSS, Pierre Servan. Oui, c'est une loi maintenant ancienne, malheureusement en Russie, qui consiste à mettre un tampon infamant sur donc les ONG, tous les systèmes, comment dirais-je, défenseurs des droits, des libertés. C'était le cas de l'ONG dont le nom est en train de... Mémorial, qui avait été effectivement frappé de ce tampon, et qui, quelque part, désignait à la vindicte populaire en disant, voilà, agent de l'étranger, agent secret de l'étranger. Sans qu'il n'y ait jamais aucun fait, d'ailleurs, qui soit produit au moment des audiences. Ouais. Mécaniquement, c'était, dans la loi de mémoire, il y a le fait simplement de toucher, d'avoir des subsides venant de l'extérieur à tel niveau, permettait donc aux autorités ukrainiennes de mettre ce tampon infamant pour justement casser la dynamique de ces ONG, ces défenseurs des libertés. Et donc, vous avez raison de le souligner, c'est toute une politique depuis longtemps, mais qui s'est accentuée depuis la guerre, parce que la Douma légifère à tour de bras, donc le Parlement russe légifère à tour de bras, pour multiplier tout type d'infractions. Je le rappelais hier, par exemple, le ruban de Saint-Georges, qui est un des symboles justement du nationalisme pro-russe, qui est le ruban d'une décoration tsariste qui a été remise à l'honneur après par Staline, qui existe encore aujourd'hui. Si vous refusez de le porter lors d'une journée patriotique, ou si vous avez un comportement ou un propos qui peut critiquer un bout de ruban, ça peut vous valoir des amendes. C'est aussi dérisoire qu'un dessin, soit dit en passant. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et si vous me permettez, juste sur le dessin, donc on rappelle la période stalinienne où c'était monnaie courante, mais c'est également le système nazi, où les enfants étaient invités à dénoncer leurs parents si leurs parents mettaient en cause le régime, le Führer ou la victoire. Et ce qui est particulièrement ignoble dans cette affaire, je dirais un mot sur Prigojine très rapidement, c'est qu'avant d'arriver à la directrice, il y a d'abord eu l'institutrice. Et l'institutrice, donc, a considéré qu'elle savait ce qu'elle faisait en dénonçant à sa directrice cette petite fille. Et par ailleurs, une institutrice connaît la situation familiale des enfants qu'elle enseigne. C'est la première fiche de départ de l'école, etc. Donc elle ne pouvait pas ne pas savoir que cette petite fille, elle vivait avec son père, que c'est son père qui s'en occupait, qu'elle n'avait pas de mère. Donc ça veut dire que dans sa tête, cette institutrice s'est sentie légitime à dénoncer cette petite fille avec toutes les conséquences qu'elle pouvait imaginer. Premier cran. Deuxième cran, l'institutrice, la directrice, qui, de la même façon, a dit, voilà, je poursuis. Donc, il y a là un symbole, je dirais, du caractère vraiment ignoble du régime qui est éclatant. Et juste un mot sur Prigojine. Pourquoi Prigojine s'en démarque ? Parce que Prigojine, on le présente ici souvent pour ce qu'il est, à savoir un chef de guerre, un chef d'une bande de miliciens tueurs, mais c'est un très grand patron de presse. Il a plus de 120 titres de médias sur Internet, télévision, radio, etc. C'est une énorme machine de propagande extrêmement puissante, sans compter toute la partie cachée, troll, etc. Bien sûr. Et ça veut dire que c'est un homme de communication. D'ailleurs, vous voyez bien toutes les mises en scène qu'il n'arrête pas de faire. Et là, sans l'opinion publique. Voilà, là, il a le nez de se dire, cette histoire-là va trop loin. Et par démonstration, est une histoire entre guillemets à la con. Parce que pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce régime poutinien qui a peur du dessin d'un enfant? Et ça, Prigojine se rend compte qu'en termes d'image, et alors, en plus, il ne se trompe pas, parce qu'il y a quand même si c'est effectivement, on peut dire 150 000 personnes, c'est pas par rapport à toute la 140 millions d'habitants, c'est rien, et c'est énorme. Et donc, d'où le rétropédalage auquel on assiste. Mais le point important... Pour vous, c'est parce qu'il y a une forme de rétropédalage que le père n'a pas été extradé. Alors là-dessus, je ne sais pas. On peut l'imaginer. Est-ce que Loukachenko, qui est aussi un finot, le président dictateur mal élu de Biélorussie, où le père aurait été arrêté, etc., est-ce que lui aussi... Qui est tout à fait au fait de ces problématiques d'influence, d'image, etc., est-ce que finalement il n'a pas extradé le père ? Est-ce qu'il a... Voilà, mais là-dessus, je n'ai aucune information. Mais voilà, c'est à la fois un symptôme terrible, dramatique, atroce, et Poutine, qui est assez attentif malgré tout à ce genre de choses,
a peut-être commandé déjà le rétropédalage. Alors, je reviens aux opposants. On le disait, Kara-Murza risque 25 ans de prison. On verra le verdict. Vous parliez, Isabelle Lasserre, d'Ilia Yashin, effectivement, en décembre dernier. On l'avait vu d'ailleurs souriant. Ça avait provoqué, on le voit dans le box des accusés le 9 décembre, on le voit sourire peut-être en forme de provocation, juste avant d'être condamné à 8 ans et demi de prison. C'est la peine la plus importante qui a été prononcée pour un opposant sur la foi simplement de son sentiment anti-guerre et de quelques déclarations. Oui, mais c'est les procès politiques qu'on a vus à la période stalinienne et effectivement chez les nazis, en fait, où il suffit d'être soupçonné ou d'avoir prononcé une phrase contre le pouvoir pour être jeté en prison, sans autre forme de procès. Enfin, c'est terrible, mais c'est le visage de la Russie aujourd'hui. Et il y a une aggravation, en fait, de mois en mois. C'est-à-dire que, une aggravation... les peines en termes ont tendance à être en ce moment, il y a un grand nombre d'opposants et de journalistes qui sont visés, mais c'est aussi les assassinats réguliers qui ont commencé il y a très très longtemps. C'est une société qui étouffe absolument la moindre forme de contestation dès qu'elle commence, quoi. Le but, c'est de la tuer dans l'œuf avec des méthodes qui sont radicales. Le jour de ce verdict de Yashin, il y a une femme que tout le monde connaît, qui proteste et qui d'ailleurs va être condamnée à nouveau à une amende. Cette femme, c'est la fameuse femme à la pancarte. C'est comme ça qu'on l'a désignée en Occident, Marina Ovsianikova, celle qui avait, vous le voyez, brandi cette pancarte à 1 heure de grande écoute. Elle a été condamnée, elle, à des amendes. J'ai envie de dire, pardon, l'adverbe est sans doute idiot, simplement des amendes, des assignations à résidence. Elle a réussi à fuir le pays, elle est aujourd'hui à Paris. Est-ce que entre un opposant politique qui peut avoir une organisation derrière lui et, j'allais dire, une simple citoyenne, il y a 2 poids 2 mesures? Isabelle et Joséphine. Le problème, c'est que sur cette personne, il y a différentes interprétations de son geste. Donc, certains spécialistes de la Russie se demandent si elle est une véritable opposante à 100%. Moi, je n'en sais rien. Il se base sur sa sortie absolument extravagante et spectaculaire de Russie, la nuit. On ne sait pas très bien, elle a été plus ou moins sortie par Reporters sans frontières, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. En tout cas, si on prend simplement les condamnations, elles sont très différentes elles sont très différentes, parce que les opposants politiques. Si ces gens-là ont raison et qu'elle n'est qu'à 80% une véritable opposante, il est normal qu'il y ait une différence. Moi, je n'en sais absolument rien. Quant sinon, les condamnations, elles peuvent aller de 2 ans à 8 ans. Ça dépend. Je ne pense pas qu'il y ait de véritable logique. La véritable logique, c'est que quand c'est quelqu'un qui dérange complètement, comme Navalny, on se débrouille pour le mettre hors de nuire absolument pour très longtemps et à 100%. Oui, ce qui est le cas de Yashin aussi, qui était proche de Nemtsov, on l'a déjà dit, mais de Kasparov aussi. Enfin, il y a cette galaxie des opposants. Est-ce qu'ils sont plus durement frappés que le citoyen qui va dans la rue avec une pancarte ou qui... Je pense que ça dépend. Là, ce qui est frappant avec cette femme, c'est que on a tous vu presque en direct en fait les images. Et donc, au moment où elle fait ce geste, tout le monde retient son souffle un peu en se disant « Oula !» Qu'est-ce qui va lui arriver que va-t-elle devenir dans les prochaines heures? Et donc, on a peut-être aussi de la part des autorités russes une forme de retenue instantanée, en sachant que le monde entier les regarde. Parce que la notoriété est telle que... Le monde entier les regarde à ce moment-là, 24/24, pour savoir ce qui va se passer. Donc peut-être qu'aussi ça peut jouer dans la réponse qui est accordée. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que rien de tout ça n'est très surprenant. Alors bien sûr, il y a toute une tradition politique en Russie qu'on a largement expliquée, mais on se souvient aussi d'un discours de Vladimir Poutine il y a quelques mois où il montrait très clairement qu'il y avait les bons Russes et les traîtres.
et qu'il y aurait une chasse aux traîtres, qu'il y aurait une chasse aux sorcières finalement qui allait être menée. Et c'est très frappant dans cette interview, il regarde la caméra, en fait il regarde ses opposants droit dans les yeux presque en leur disant on va vous débusquer, il y a les bons et les mauvais Russes. Et donc là finalement c'est la mise en place de cette politique qu'il a annoncée. Alors, ça vaut également pour certains autres citoyens américains, comme Evan Gershkovich, le fameux journaliste du Wall Street Journal, qui a été arrêté et dont on a appris aujourd'hui qu'il était mis en examen, c'est pas une surprise, pour espionnage. Simplement, l'espionnage peut être réprimé d'une peine de 20 ans de prison. C'est considérable ce qui est en train de se passer. Et pour le coup, c'est inédit. C'est la première fois que vous avez un journaliste américain qui est mis en examen pour ce type de chef d'inculpation. C'est la première fois depuis l'indépendance de la Fédération de Russie, depuis 91. Mais avant, là encore, on revient à la période soviétique, c'était arrivé déjà. Donc tout ce dont on parle ne fait que montrer qu'il y a une sorte de répétition d'un traumatisme ancien qui n'a pas été soigné au bon moment, c'est-à-dire au début des années 90. Et donc, le FSB, qui est aux commandes, clairement, les services secrets, Poutine, reproduit les mêmes phénomènes d'instillation de la peur, de chantage vis-à-vis des Occidentaux, à un moment où on comprend bien que là, les Occidentaux sont en train d'armer, et les Américains en particulier, les Ukrainiens, et c'est une monnaie d'échange pour essayer d'affaiblir les Occidentaux dans leur soutien à l'Ukraine. C'est comme ça d'ailleurs que Joe Biden a réagi quand il a appris la nouvelle. C'est absolument terrible. Mais alors du coup, si on revient à l'époque soviétique, qu'est-ce qui se passait à l'époque soviétique? Moi, je me souviens quand j'étais à Moscou dans les années 80, eh bien, il y avait des présidents français qui venaient avec des listes de dissidents et des journalistes qui faisaient pression. On s'en souvient pour dire. Il y avait des échanges. Comme il y en a eu avec il y a Bukovski qui s'était fait libérer en face d'un communiste chilien. Je me souviens très bien. Donc voilà, ça veut dire que nous, occidentaux, on doit reprendre les recettes des années 70-80 et faire pression sur les autorités russes en disant il se trouve que vous continuez à exporter des diamants en Belgique, il se trouve que vous continuez à exporter de l'uranium enrichi en Occident. Il y a des moyens de pression et je ne comprends pas qu'on ne mette pas ces moyens de pression sur la table. Alors, en tout cas, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pas d'effet de loupe, Pierre Servan, parce que quand on regarde la popularité de Vladimir Poutine, on a la dernière livraison de ce fameux institut de sondage Levada, que l'on cite très régulièrement, parce que c'est un des rares instituts qui soit encore à peu près indépendant. Alors, je vous vois réagir, vous nous direz dans... Ça fait des années qu'il n'est pas indépendant, Levada. Ça fait vraiment des années. Bon, alors en tout cas, c'est un des rares signaux que l'on peut avoir de mesure de cette opinion publique. Et vous voyez, la popularité de ces... Aujourd'hui, on a eu ce chiffre de 82% de popularité de Vladimir Poutine. Ça reste, en tout cas dans le déclaratif, Pierre Servan, quelque chose de très élevé. Je vous vois faire la moue et je reviens vers vous tout de suite. Pierre Servan. Oui, ce résultat de cette cote de popularité de maréchal soviétique, en dehors de la problématique de savoir est-ce que c'est un instrument de mesure fiable ou pas, mais Antoine dira ça. Il ne dépend pas du Kremlin. Mieux que moi. Voilà, pour le dire autrement. Pourquoi n'est-ce pas complètement surprenant? D'abord, vous avez un matraquage de la propagande d'État, justement les médias de Prigojine ou la télévision publique, sur une population qui est vieillissante et dont une partie ne se nourrit que de ce type de médias et ne cherche pas du tout à avoir accès à d'autres sources d'informations. Après, vous avez certainement une grande masse de passifs. Cette masse qui était dénoncée par Anna Politkovskaya, donc cette journaliste, politologue, femme de lettres, assassinée par le pouvoir ou par la nébuleuse autour du pouvoir, parce qu'elle avait travaillé notamment sur les crimes de l'armée russe en Tchétchénie, mais qu'elle travaillait également sur la façon dont le système poutinien endormait les masses. C'est-à-dire tout ce travail, à la fois par la peur, vraiment il faut relire les livres. Jean-François Boutors, qui est souvent sur notre plateau, a été l'éditeur d'Anna Politkovskaya, et il faut relire Anna Politkovskaya parce qu'elle décrit complètement cette mécanique qui est poutinienne, qui est à la fois un mélange de la mafia
des systèmes mafieux, d'où poutiniens, et des systèmes des services de renseignement, des services secrets, plus l'héritage de la tradition soviétique. Et donc ce mélange, si vous voulez, c'est une espèce d'étouffoir et en même temps de message en disant au peuple, écoutez, rappelez-vous Helsinki, c'était épouvantable, avec moi au moins vous touchez vos pensions de retraite, etc. Et ne vous occupez pas des choses pour les grands. Et puis après, vous avez toute la masse des opposants qui sont partis. Donc, quand vous prenez tout ça, et puis vous avez, dernier point, sur la peur dont je parlais, toutes ces mesures, les condamnations, les arrestations immédiates. J'ai un de mes contacts à Moscou qui m'expliquait que récemment, comment dire, pas récemment, il y a quelques semaines, quand il y a eu des manifestations spontanées pour apporter des fleurs sur une statue qui est une statue ukrainienne, quelques jours après une frappe sur une ville ukrainienne, il me disait, il suffit qu'une personne arrive avec une fleur, il y a 4 voitures de flics qui lui tombent sur le dos. Donc il y a une volonté d'étouffer. Donc quand vous prenez tout ça, je ne sais pas quelle est la crédibilité, mais le résultat ne me surprend pas complètement. Le thermomètre est biaisé. Hein, oui, je partage ce que dit Pierre. Je ne crois pas vraiment, mais pas du tout, aux chiffres de l'Institut Levada. Ça fait depuis bien longtemps qu'il a perdu toute crédibilité auprès des experts. Moi je connais, il se trouve, un des experts de Levada qui est parti dans les années 2000 de Russie parce qu'il contestait ces chiffres, mais il a dû s'expatrier en Allemagne. Donc voilà, les gens qui suivent de près Levada, et puis les gens qui suivent de près cette société dont on dit depuis le début de l'émission qu'elle est devenue totalitaire, qu'il n'y a aucune indépendance, et que même le moindre dessin peut vous conduire en prison, ou si vous êtes mineur, vos parents en prison, c'est tout simplement pas crédible. Voilà. Bon, juste un mot sur pardonnez-moi, la communication, l'image, etc. Ça ne m'étonnerait pas que les Ukrainiens sortent un timbre avec le dessin de cette petite fille. Vous voyez, quand on voit comment... ça peut paraître mineur, mais ça fait partie aussi des stratégies d'influence et d'image. Les Ukrainiens l'ont fait sur différents événements. Et donc, je fais le pari que ce dessin apparaîtra sur des timbres ukrainiens. Alors, est-ce que